Bonjour à tous et à toutes, et en particulier à ceux qui nous écoutent régulièrement sur la chaîne Astro Nature 49. Eh bien, c'est le moment de s'intéresser aux observations à réaliser en ce mois de novembre 2023. Et au programme de ces éphémérides, eh bien, nous aurons la majestueuse, la flamboyante Jupiter, ainsi que la géante des glaces Uranus, qui passent toutes les deux à l'opposition. Et puis, nous pourrons aussi parler de deux magnifiques duos entre deux planètes de notre système solaire et la Lune qui se produiront donc en ce mois de novembre. Et pour en parler avec moi, eh bien, je serai en compagnie de Robin ainsi que de Mathieu de la chaîne L'Explorateur du ciel. Donc, je vous remercie à tous les deux de vous rendre disponibles pour cette émission. Eh bien, sans plus tarder, eh bien, nous commençons avec ce premier événement qui a lieu le 3 novembre. Et donc, il s'agit de la flamboyante Jupiter qui devient le deuxième objet le plus brillant dans le ciel après Vénus en passant à l'opposition. Et donc, eh bien, je me tourne tout de suite vers Robin pour pouvoir nous parler en détail de cet événement. Merci Nathan. Et comme tu l'as dit, exactement, la flamboyante Jupiter sera particulièrement visible dans la nuit du vendredi 3 novembre. Euh, Elle sera ce qu'on appelle à l'opposition, c'est-à-dire que ce sera vraiment, encore une fois, la configuration optimale pour l'observer ou même la photographier. Donc, comme tous les astres, Jupiter commencera sa course céleste à l'est jusqu'à atteindre le méridien, donc c'est le point où elle sera le plus haut dans le ciel. Pour repérer le méridien, c'est simple. Vous regardez au plein sud et vous tirez une ligne euh, horizontale, verticale, pardon, jusqu'au zénith. Et lorsque les astres passent devant, on dit qu'ils passent au méridien. Donc c'est là où ils culminent au cours de la nuit. Jupiter atteindra le méridien au cours de la nuit. Elle atteindra 58 degrés à peu près. Et bien sûr, elle finira sa course jusqu'à l'ouest. Et ce qui fait que cette planète sera visible une très très grande partie de la nuit, à partir du moment où elle va commencer à se lever et et quand elle va se coucher, eh bien le Soleil va pas tarder à se lever. Une façon simple de repérer Jupiter, en plus forcément de son éclat très très vif qui attirera tout de suite l'œil, hein, qui sera bien devant la luminosité de Vénus, et je vais en reparler juste après. Pour la repérer, c'est simple. Vous devrez trouver d'abord, en tout cas c'est un moyen assez intéressant pour repérer la planète, vous devrez d'abord repérer la constellation d'Orion, célèbre constellation visible particulièrement en hiver, avec la célèbre ceinture d'Orion qui forme trois étoiles alignées. Donc une fois que vous avez repéré la constellation, vous vous intéresserez particulièrement au bras d'Orion, à son bras, ou aussi appelé son bouclier ou son arc. Et donc, vous prolongerez la longueur de son bras et vous tomberez sur une zone du ciel où il y a un point très lumineux. Et il s'agira de Jupiter. Ce point lumineux, il ne scintillera pas et c'est donc bien une planète. En l'occurrence, Jupiter se trouvera dans la constellation du Bélier et juste en dessous du Taureau. Donc voilà, si ça peut vous donner des moyens mémotechniques, ça sera dans cette zone-là du ciel pour vous repérer. Donc comme Nathan l'a dit, la luminosité de Jupiter sera vraiment très très intense et dépassera la célèbre Vénus, qui est aussi appelée l'étoile du Berger. En tout cas, j'espère que vous pourrez profiter du beau temps, le fait que c'est pas forcément le cas en ce début de novembre, pour profiter d'observer ou de photographier Jupiter. D'accord, bien merci Robin de nous avoir parlé de cette opposition donc de Jupiter. Et donc, eh bien, on souhaite une bonne observation à ceux qui auront l'occasion de l'observer ce jour-là. Nous passons maintenant à ce deuxième événement qui a lieu le 9. Et donc, il s'agit de la planète Vénus qui se joint à notre satellite pour former un magnifique duo au crépuscule. Donc, cette fois-ci, eh bien, je me tourne vers Mathieu déjà pour nous présenter brièvement, pour nous poser le contexte, c'est-à-dire quand, où et comment est-ce qu'on va pouvoir l'observer.
Oui, et bien donc pour cet événement, donc vous pourrez regarder à l'œil nu en direction de l'horizon sud-est dès 4 heures du matin, hein, c'est l'heure à laquelle les deux astres vont se lever, et jusqu'à 8 heures du matin, heure où le Soleil se lève à son tour. Donc la Lune présente un croissant qui est assez fin, et Vénus en fait ressemble à un gros quartier d'un blanc qui est très intense, aux instruments bien sûr, avec une phase de pratiquement 60 degrés, de 60%, pardon. Hmm. D'accord. Alors, il faut noter aussi que ce rapprochement débouchera sur une occultation en fin de matinée. Oui, et c'est là le clou du spectacle en fait. Alors, cette occultation, elle va démarrer à 10h55 en heure légale française à Paris, hein. Ça peut évoluer de l'ordre de 10, 15, voire même 20 minutes selon que vous vous situez à l'ouest ou à l'est de Paris. Donc, regardez les éphémérides pour savoir à quelle heure débute l'immersion de la planète Vénus derrière la Lune, là où vous habitez. Donc, on a dit 10h55 heure de Paris, et donc ça va se terminer une heure plus tard pour la simple raison bien, que la Lune met environ une heure à bouger de son propre diamètre sur le fond du ciel. Alors l'immersion pardon, de la planète Vénus derrière la Lune va être assez rapide. En moins d'une minute, vous allez voir la planète Vénus se faire complètement engloutir. Il s'écoule donc une minute entre le moment où la planète Vénus touche le bord de la Lune et le moment où la planète disparaît complètement derrière notre satellite. Alors, faut-il noter évidemment qu'à cette heure-ci, le Soleil sera déjà levé, hein, 10h55, le soleil commence même à être assez haut sur l'horizon, enfin, au vu de la saison, bien entendu. Donc l'observation sera difficile à réaliser, surtout à l'œil nu. Donc comment est-ce que l'on fait? Eh bien, pointer les deux objets à vue, hein, parce qu'on ne verra strictement rien. D'autant plus que l'observation aux instruments risque d'être dangereuse, puisqu'en fait, eh bien, le soleil étant levé, il y a toujours un risque non nul de le pointer accidentellement et donc eh bien, de perdre un œil hein, dans l'opération. Eh bien, il y a plusieurs méthodes, mais la méthode qui me semble être la plus simple et la plus sécurisée serait, alors, à condition d'avoir un instrument qui soit motorisé, serait donc de commencer par pointer les deux objets avec votre télescope le matin de bonne heure, donc avant le lever du soleil, hein. C'est le meilleur moyen pour les repérer, puisque Vénus et la Lune sont parfaitement visibles en fin de nuit. Donc vous les pointez à ce moment-là, vous faites votre mise en station, votre étalonnage, vous lancez la motorisation sur Vénus, plutôt Vénus, hein, parce que la Lune a tendance à bouger sur le fond du ciel au fil des heures. On m'a dit hein, une heure, en une heure, elle parcourt à peu près une distance qui correspond à son diamètre sur le fond du ciel. Donc c'est quand même relativement important. En pointant la Lune, vous risqueriez de la perdre au bout de 3 heures. Vous l'auriez complètement perdu du champ. Donc pointez Vénus. Lancez votre motorisation du télescope sur Vénus et à partir de ce moment-là, vous laissez le télescope suivre tranquillement la planète Vénus jusqu'à ce que l'heure de l'occultation approche. Logiquement, si votre mise en station, votre étalonnage est bonne, vous devriez, au bout de, voilà, il va s'écouler 3-4 heures entre le lever du soleil et le début de l'occultation, vous devriez conserver Vénus dans le champ. Elle se sera sans doute déplacée puisqu'une motorisation n'est jamais fiable à 100%, donc il ne faudra pas s'attendre à voir Vénus centrée dans le champ tout au long de l'attente, bien entendu. Mais voilà, c'est une possibilité. Alors une autre possibilité, si vous êtes avec un télescope manuel en mode azimutal, par exemple, eh bien ce serait par exemple lorsque vous lancez vos recherches, eh bien il faut considérer que le duo aura basculé au moment de l'occultation hein, du côté ouest par rapport au méridien. Le méridien, c'est une ligne imaginaire qui va du nord vers le sud et qui coupe le ciel en deux, en fait.
Euh, le Soleil, lui, sera complètement de l'autre côté du méridien, côté Est, hein, on sera encore le matin, ce qui est normal. Donc, ce qui veut dire que concrètement, le Soleil sera à gauche quand vous ferez face au Sud. Et inversement, eh bien, le duo Vénus-Lune sera à droite lorsque vous ferez face au Sud. Donc, sachant cela, eh bien, restez dans la zone du ciel qui sera à droite du méridien tout au long eh bien, de vos recherches. Ne basculez pas à gauche, vous risqueriez de pointer le Soleil accidentellement. Alors, notez que donc Vénus sera occultée par la pointe sud du croissant lunaire et donc émergera du côté obscur de la Lune. Alors, ce ne sera pas forcément une observation très évidente à faire, on l'a dit, puisque une observation en plein milieu de journée, le fond de ciel sera bleu, sera très brillant. On l'a dit tout à l'heure, la Lune et Vénus sont parfaitement visibles le matin de bonne heure avant le lever du Soleil. Par contre, elles ne seront sans doute plus vraiment visibles, en tous les cas, en plein milieu de journée. Alors, si vous avez la chance d'avoir un ciel très pur, bien dégagé, aucune brume, dans ces cas-là, vous pouvez avoir la chance d'arriver à faire vos recherches à l'œil nu. Normalement, Vénus et la Lune seront, enfin, surtout Vénus et la Lune, oui, seront suffisamment brillantes en fait pour être visibles à l'œil nu. Par contre, évidemment, à partir du moment où vous avez un ciel qui est très légèrement voilé, voire même carrément brumeux, eh bien là, ce sera beaucoup plus compliqué, d'où l'importance d'avoir pointé et motorisé son télescope à l'avance pour cette observation. Voilà. Donc après, quelle observation vous ferez? Eh bien, vous verrez qu'en fait, la Lune est immensément plus grosse que Vénus. Vénus est toute petite, hein. Alors, je ne sais plus quel est le rapport de proportion entre les deux. Oui, 90 fois. Vénus sera 90 fois plus petite que la Lune. Donc, c'est vraiment un tout petit point, en fait, que vous pourrez grossir évidemment au télescope, mais ça restera tout petit. Au télescope, d'ailleurs, notez que la Lune vous apparaîtra très sombre, très pâle, alors que Vénus, étant beaucoup plus compacte et surtout ayant un albédo plus fort, reflètera plus de lumière et vous apparaîtra plus brillant au télescope. Voilà. Donc, avec un grossissement de 50 fois, eh bien, vous verrez l'entièreté de la Lune, du croissant lunaire, plus exactement, avec Vénus évidemment dans le champ. Et puis, si vous poussez le grossissement 100, 200, 300 fois, vous aurez l'occasion de détailler un petit peu plus, notamment le croissant vénusien. Alors voilà, donc on a parlé surtout de Vénus, mais on ne doit pas oublier aussi la Lune qui représente donc une part importante dans cet événement. Alors c'est vrai qu'on s'y arrête relativement peu, mais est-ce que cette fois-ci, Mathieu, tu pourrais nous dire eh bien, quelles formations intéressantes seront particulièrement visibles lors de cet événement sur la Lune? Alors, lors de cet événement et surtout lors de cette phase lunaire, puisque la Lune tournant autour de la Terre, eh bien, chaque jour qui passe, voire même chaque heure qui passe, eh bien, va évoluer dans sa phase, j'ai repéré trois grandes zones. Il y en a énormément d'autres qui pourront être observées. Trois grandes zones qui peuvent être potentiellement intéressantes. Déjà, l'océan des tempêtes. C'est la plus grande des mers lunaires, avec ses 2500 km de large. Elle est donc aisément visible à l'œil nu. Alors, à noter que toutes ces formations géologiques, géographiques dont je vais vous parler concernant les lunes seront plutôt observées non pas pendant l'occultation de Vénus, hein, qui aura lieu en pleine journée, mais plutôt en tout début de matinée, avant le lever du soleil, quand le ciel est encore bien sombre, afin d'avoir un meilleur contraste sur la surface lunaire. Donc, l'océan des tempêtes, facilement visible à l'œil nu, c'est une immense tache sombre sur la surface lunaire. Si vous utilisez un instrument, notamment un télescope, eh bien, vous pourrez même admirer à l'intérieur de cet océan des tempêtes eh bien, différentes rainures, des vallées finalement, qui serpentent à l'intérieur de cette mer de lave, refroidie bien sûr, hein, ce n'est plus de la lave chaude. Et puis il y a également d'autres formations, des cratères qui sont relativement petits. Notamment, c'est intéressant de constater la taille des cratères à l'intérieur
de cet océan des tempêtes par rapport aux cratères qui sont adjacents, qui sont à l'extérieur, qui sont dans ce qu'on appelle les continents lunaires, donc des zones qui sont plus anciennes finalement en termes géologiques, ce qui montre que finalement cet océan des tempêtes ayant eu une formation volcanique, hein, voilà, eh bien, ces cratères se sont formés finalement après le recouvrement par la lave de cette région. Et donc, c'est intéressant de voir que les cratères qui sont tombés dans cette zone sont moins nombreux et plus petits. Deuxième endroit que j'ai repéré, le cratère Grimaldi, qui est, alors en fait, sa teinte sombre, quand on le regarde, pourrait faire penser à une des mers lunaires. Mais en fait, ce n'est pas une mer lunaire, c'est un bassin d'impact qui fait 200 km de large et qui s'est également rempli de lave ultérieurement. C'est un cratère qui est visible éventuellement à l'œil nu, mais effectivement, il sera plus appréciable aux instruments. Une paire de jumelles le montrera de manière très claire, sans ambiguïté, et un télescope vous permettra de détailler l'intérieur et le pourtour. Et enfin, le troisième, la vallée de Schroeter. Une formation assez particulière qui se compose de plein de formations géologiques différentes, réduites dans une région très petite. Alors, très petite, c'est relatif, hein. La vallée de Schroeter qui est accompagnée de deux cratères, qui sont les cratères Aristarque et Hérodote. Alors, la vallée de Schroeter, c'est quoi? En fait, c'est une large rainure d'origine volcanique sur la Lune qui fait 200 km de long pour 10 km de large dans sa partie la plus large, parce qu'effectivement, cette partie se réduit et à un moment donné, on arrive au bout de cette rainure eh bien, à une largeur avoisinant le kilomètre de large. Voilà. Elle a une forme assez particulière qui pourrait faire penser à un cobra, hein, avec donc la vallée de Schroeter en elle-même, qui composerait donc le corps de ce fameux cobra, et le cratère Hérodote, qui compose donc le bout de la vallée de Schroeter, et qui pourrait faire penser à la tête du cobra. Alors Aristarque, j'en ai pas parlé, il est assez particulier comme cratère, il est donc juste à côté d'Hérodote, et il contraste fortement. Hérodote est assez sombre, rempli de lave à l'intérieur, alors qu'Aristarque est plus ancien, il est vraiment très creux, et surtout, il est 2 fois plus brillant que ses confrères. Alors, ce cratère qui est si brillant pendant la pleine lune, eh bien, sera vu sous un éclairage rasant à cette phase. Donc, c'est le moment idéal pour détailler notamment son flanc est. Voilà, donc eh bien merci Mathieu de nous avoir parlé de ces formations lunaires qui seront observables lors de cet événement et lors de cette phase de la Lune. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet événement. Alors à noter aussi que le mois dernier, lors de nos éphémérides d'octobre, nous avions omis de parler de l'élongation de Vénus, une élongation ouest maximale qui avait eu lieu, donc qui a eu lieu le 23 octobre. Et c'est pour ça donc qu'on pouvait bien observer la planète, surtout le matin. Maintenant, eh bien, nous allons pouvoir passer à cet événement qui a lieu le 13 novembre. Et donc, c'est au tour d'Uranus, cette fois-ci, de s'opposer au Soleil pour faire donc le bonheur des observateurs. Et donc, eh bien, Mathieu, est-ce que tu peux nous donner quelques détails sur cette opposition? Déjà, sa position dans le ciel, eh bien, sa position dans le ciel, c'est la constellation du Bélier. Alors, la constellation du Bélier, c'est pas une des constellations les plus évidentes du ciel. Donc, heureusement, il y a un autre moyen de pouvoir repérer Uranus un peu plus facilement. Eh bien, repérer les planètes Jupiter, hein, qui n'a pas besoin d'indication pour bien la repérer, puisque ce sera tout simplement l'objet le plus brillant du ciel à ce moment-là. Et l'amas ouvert des Pléiades. Alors, l'amas ouvert des Pléiades, c'est également un amas du ciel qui est tellement lumineux, tellement visible, qu'on n'a pas forcément besoin de donner plus d'indications également pour le repérer.
Donc voilà, en fait, repérez déjà Jupiter, repérez l'amas ouvert des Pléiades, et en fait, Uranus se trouve au milieu. Alors dit comme ça, c'est facile. La réalité est un petit peu différente, puisqu'Uranus n'est pas visible à l'œil nu, ou alors dans des conditions très exceptionnelles. Hein, par exemple, un site d'observation qui serait dénué de toute pollution lumineuse, et encore, ce sera relativement difficile. Alors, le repérage aux instruments n'est pas aisé non plus. Hein, elle se trouve dans une zone qui est assez riche en étoiles de même magnitude apparente. Donc, la meilleure façon de l'identifier clairement, en fait, sera de pousser le grossissement du télescope. Par exemple, s'il y a 100 ou 150 fois de grossissement, le point de lumière devient une minuscule gommette bien ronde, eh bien, c'est que c'est elle. Si par contre, en grossissant très fort, eh bien, vous constatez que le point lumineux n'évolue pas en taille apparente, eh bien, c'est que certainement vous êtes tombé sur la mauvaise cible. C'est une étoile classique d'à peu près la même luminosité. Alors, bien sûr, pardon, quel que soit l'instrument utilisé, on ne verra pas d'anneau. Au mieux, sous un bon ciel, on verra peut-être 3 ou 4 de ces satellites naturels et quelques vagues nuances d'albédo sur la surface planétaire. Alors, il s'agira le plus souvent du pôle qui est exposé vers le Soleil. Alors, en ce moment, c'est de mémoire, j'espère ne pas me tromper, le pôle Sud. Je crois que le pôle Sud, eh bien, nous fera complètement face d'ici l'année 2028, donc dans 4 ans. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, on voit encore une petite partie de l'équateur, mais on commence à bien voir le pôle Sud désormais. Et puis, ce pôle sud apparaît un poil plus brillant que le reste de la planète. C'est dû en fait à une espèce de calotte polaire, de nuages un peu plus brillants qui recouvrent ce pôle qui est exposé au Soleil. Mais effectivement, la plupart du temps, eh bien, Uranus ne restera qu'une boule bleu-verte sans détail dans la plupart des instruments. Bien, merci Mathieu de nous avoir parlé donc de cette opposition de la planète Uranus. Maintenant, eh bien, nous allons nous intéresser à ce dernier événement que nous commenterons. C'est le 25 novembre, la planète Jupiter qui se rapproche de la Lune pour former un bel ensemble dans le ciel. Alors, eh bien, Robin, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce rapprochement? Oui, bien sûr. Alors, je vais faire un bref descriptif de façon assez générale de cet événement-là, puisqu'on a parlé d'une part de la Lune et d'une part de Jupiter. Donc, vous pourrez observer eh bien, ces deux événements en même temps, hein, à la fois les caractéristiques de Jupiter et de la Lune, puisque les deux astres seront relativement proches dans la nuit du 25 novembre. On sera dans une phase lunaire où la Lune sera quasiment pleine, hein. On sera dans une phase gibbeuse croissante et la Lune atteindra près de 97% de luminosité. Donc, ça sera assez éblouissant. Si vous essayez de l'observer avec un instrument, il faudra bien évidemment soit disposer d'un diamètre relativement restreint, soit d'utiliser des filtres pour limiter hein, la quantité de lumière qui va arriver, sinon vous êtes tout simplement ébloui. Donc ça peut être un petit peu embêtant pour observer cet astre bien lumineux. L'intérêt de cet événement-là, c'est que le 25 novembre, les deux astres seront vraiment enfin, relativement proches l'un de l'autre. On parle de 5 degrés d'écart apparent hein, environ. Donc ça reste un événement plutôt intéressant. Et en reparlant du méridien, la Lune passera dans le méridien dans les environs de minuit. Après, ça dépend forcément de sa zone géographique et de là où on habite en France. Mais voilà, c'est cet ordre de grandeur-là en termes d'horaire. Pour repérer la Lune, je pense que ça sera relativement aisé, hein, tellement elle sera lumineuse, mais si vous réussissez à repérer les constellations, elle sera dans la constellation, entre la constellation du Bélier et la constellation du Taureau. Mais bon, sincèrement, je pense que vous serez tellement ébloui par la luminosité de la Lune que ça sera certainement assez compliqué de discerner les étoiles lumineuses qui forment les constellations dont je viens de parler. Quoique,
Le taureau reste assez visible néanmoins. En tout cas, voilà, un événement relativement intéressant, que ce soit à observer ou à photographier. Et j'espère une nouvelle fois que le temps sera favorable pour vous permettre de profiter de ce bel événement. Et oui, hein, c'est ce qu'on espère tous. Merci, Robin. Eh bien, maintenant, nous allons pouvoir clôturer cette émission, comme vous en avez l'habitude, par notre petite sélection des plus belles photos du mois. Et donc, à commencer par cette image du soleil du mois d'octobre que nous propose Mathieu. Alors, on fait donc, c'est une animation en fait de la tâche AR 3448, donc au continuum, avec 1 heure d'intégration à 540 nanomètres. Et puis, on vous présente aussi eh bien, cette deuxième photo, alors cette fois-ci de Jupiter, de la planète Jupiter. Alors, cette photo a été prise au télescope SW 150-750, donc ASI 533 mm, PowerMat x5 et le filtre Chroma U Bessel. Donc, c'est une photo en UV avec 5 minutes d'intégration effective et sans ADC ni de rotation. Merci donc à chacun pour le partage des fruits de son travail. D'ailleurs, eh bien, sachez que à tous ceux qui nous écoutent régulièrement, qu'il est possible également de nous faire parvenir eh bien, vos propres photos du soleil et de les voir publiées sur cette chaîne à l'occasion des éphémérides mensuelles, en nous les partageant eh bien, via le lien joint en description de cette vidéo. Alors, aucune exigence n'est attendue, hein, chacun ne doit pas hésiter à partager, quel que soit son niveau. On ne demandera juste qu'une présentation précise du matériel utilisé, du traitement effectué et des circonstances d'acquisition. Voilà que se termine cette émission. Donc, je remercie Robin et Mathieu pour leur participation à cette émission. Merci également à tous ceux qui nous suivent chaque mois et qui sont abonnés à la chaîne, aux likers et aux commentaires qui sont faits. En tout cas, sur cette chaîne, vous retrouverez beaucoup d'autres contenus en plus de nos éphémérides mensuelles qui sont répartis dans diverses rubriques telles que les dernières actualités spatiales ou encore eh bien, des conseils d'observation et d'imagerie sur diverses cibles planétaires du ciel profond. N'hésitez pas non plus à aller sur la chaîne L'Explorateur du Ciel, donc la chaîne de Mathieu, qui partage ainsi son travail personnel. Et quant à moi, eh bien, je vous retrouve pour le mois prochain, pour le mois de décembre 2023, pour de nouveaux éphémérides. Et en attendant, eh bien, bon ciel à tous et à toutes.